peut commencer, Michel. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence de presse que nous tenons avec Michel Savin. C'est la troisième fois que nous vous retrouvons. Vous vous souvenez qu'en octobre dernier, nous avions présenté le rapport de la mission avec un statut de commission d'enquête que nous avions réalisé sur la financiarisation du football. Quelques mois plus tard, nous avions présenté la proposition de loi que j'avais déposée. C'était au mois de mars. Et aujourd'hui, nous avons proposé cette conférence de presse pour vous faire part des évolutions de ce texte que notre rapporteur a proposé et qui ont été votées ce matin en commission de la culture, de la communication, de l'éducation et du sport. C'est donc le texte amendé qui sera présenté le 10 juin dans l'hémicycle. On voulait vous faire un point à la fois sur les auditions que nous avons menées et puis évidemment les amendements qu'a proposé le rapporteur et qu'il présentera dans quelques minutes. Vous vous souvenez du constat que nous avions fait en octobre dernier sur la situation du football professionnel qui était marquée par une double crise, une crise de la gouvernance avec des erreurs stratégiques qui se sont accumulées depuis plusieurs années, une dilution du pouvoir, un manque de transparence qui fait que nous sommes arrivés dans une forme de gouvernance qui ne fonctionne plus. Et puis aussi, nous l'avons à l'esprit, une crise financière majeure pour le football professionnel français, une crise financière qui bien sûr est due à la chute des droits audiovisuels, la chute forte, significative des droits audiovisuels, mais pas uniquement à la chute des droits audiovisuels, puisqu'il y a aussi des décisions de gestion qui ont été prises par les clubs, par les responsables des clubs depuis de nombreuses années, qui aboutissent aujourd'hui à une situation plus que préoccupante pour de nombreux clubs. Le président de la DNCG l'a dit publiquement, je crois que le déficit cumulé se monte à 1,3 milliard d'euros. Si vous regardez par rapport à la chute des droits audiovisuels, on voit bien que le déficit n'est pas lié qu'à la chute des droits audiovisuels. Et donc c'est sur ces deux aspects, ainsi qu'un troisième dont je vais dire un mot, que nous avons voulu nous attaquer à travers la proposition de loi et pour lequel le rapporteur a fait des propositions complémentaires ce matin. Et puis il y a un troisième aspect, bien sûr, c'est la lutte contre le piratage qui s'est développé massivement, significativement depuis l'arrivée de DAZN, pour les raisons que vous connaissez, je n'ai pas besoin d'y revenir. Nous avons toujours dit que nous souhaitions traiter l'ensemble des problèmes dans une même proposition de loi, les problèmes de gouvernance, les problèmes financiers, mais aussi les problèmes du piratage. On avait bien entendu certaines voix qui demandaient que soient traitées spécifiquement et avant tout les questions de piratage. Sans doute ne voulait-il pas parler des problèmes de gouvernance et des problèmes financiers. Il était évident que pour nous, dans la démarche qui est la nôtre, d'apporter un cadre plus serein et surtout plus durable pour le football français, il fallait traiter l'ensemble des problèmes et notamment la question de la gouvernance et du financement. Alors, que proposait le texte que j'ai déposé le 18 mars? Je vais vous en dire quelques mots et sous forme d'introduction, Michel Savin reviendra plus dans le détail. D'abord, il prévoyait d'encadrer les conditions de retrait ou de non-retrait d'une subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles. Ce point a suscité un certain nombre d'inquiétudes. Vous avez certainement entendu, on y reviendra. Certaines réponses ont été apportées par Michel Savin ce matin à travers ces amendements. Autre élément important de la proposition de loi, c'est de créer un nouveau modèle de société commerciale associant la fédération sportive au club auquel elle a cédé les droits de propriété des droits audiovisuels. C'est l'article 6 de la proposition de loi. Quand nous l'avons présenté en mars dernier, peu de gens ont fait attention à cette disposition, ou ceux qui ont fait attention nous ont dit c'est pas réaliste, ça ne se fera pas. Bon, nous avons constaté, comme vous, que cet article 6 était aujourd'hui bien utile, notamment pour mettre en œuvre les décisions, ou les propositions plus exactement, qui ont été formulées par la Fédération française de football à l'issue des États généraux et des 3 groupes de travail qui ont été constitués et qui préconisent
un nouveau modèle d'organisation pour le football professionnel, modèle d'organisation qui converge complètement avec cet article 6 que nous avions envisagé à l'époque. Il y a quelques ajustements à faire. Nous y reviendrons aussi à travers les propos de Michel Savin dans un instant. Troisième élément important de notre proposition de loi du mois de mars, il est pour nous absolument essentiel, c'est de renforcer la solidarité et les outils de contrôle de gestion, solidarité financière entre les clubs et outils de contrôle de gestion des clubs. C'est un aspect sur lequel la fédération s'est peu prononcée, notamment à travers les états généraux, et pour lequel nous accordons une importance tout à fait significative si on veut remettre d'équerre le football français. On le sait, de la chute des droits audiovisuels, mais aussi des décisions de gestion qui ont été prises ces dernières années, met en péril de nombreux clubs. Et il faut bien sûr trouver des solutions à court et moyen terme, mais aussi revenir sur certains choix qui ont été faits, et notamment des orientations qui ont été faites pour favoriser assez significativement, merci, vous avez compris, les clubs européens, bien sûr, au détriment des autres. Et on voit que maintenant, on a un championnat en football, en tout cas, à plusieurs vitesses, entre ceux qui peuvent concourir aux compétitions européennes, même entre celui qui est assuré d'être dans une compétition européenne, ceux qui peuvent concourir aux compétitions européennes, et puis les autres. Et il nous semble que dans un esprit à la fois de valorisation du championnat, il faut aussi accroître la solidarité financière entre les clubs. Michel Savin y reviendra. Alors, bien entendu, à travers mes propos, j'ai parlé beaucoup de football professionnel. Le texte que nous avons présenté en mars et qui sera soumis avec les amendements le 10 juin prochain ne concerne pas que le football, puisque le Code du sport, à travers un certain nombre d'articles que nous modifions, concerne l'ensemble des fédérations qui ont des ligues professionnelles. En l'occurrence, je crois qu'il y en a 6. Et donc, bien entendu, nous avons travaillé, quand je dis nous, c'est en particulier le rapporteur qui a effectué de nombreuses auditions pour faire en sorte que les dispositions que nous avions envisagées au mois de mars puissent être utilisées aussi pour les autres fédérations ou ligues, qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre ce que nous proposions et la réalité des organisations existantes dans les autres sports. Notre volonté est de clarifier les responsabilités de chacun et non évidemment de bouleverser les situations existantes, d'autant plus quand elles fonctionnent bien. Alors, c'est notamment un certain nombre de débats qui ont eu lieu autour de l'article 2. Michel Savin y reviendra, mais je voudrais dire juste quelques mots sur cet article 2, que d'abord, la possibilité de mettre fin à une subdélégation, c'est pas l'article 2, c'est pas la proposition de loi que j'ai déposée qui crée cette possibilité. Par définition, quand vous passez une convention de subdélégation, il y a cette possibilité d'y mettre fin avant le terme ou de ne pas la renouveler. Ce que nous avons souhaité, c'est apporter une clarification juridique et apporter un cadre juridique au cas où cette fin de subdélégation doit être mise en œuvre. Michel y reviendra dans quelques instants, donc j'en dis pas plus à ce stade. Enfin, dernier volet de la proposition de loi, qui était évidemment un aspect important, la lutte contre le piratage. On en avait parlé la dernière fois. Évidemment, l'article est repris. Il y a les discussions entre les différents acteurs, Arcom, l'APS, les diffuseurs, les fédérations et les ligues concernées se sont poursuivies depuis le mois de mars, depuis le dépôt de ma proposition de loi. Alors, nous avons tenu compte évidemment des améliorations, des précisions qui ont été apportées dessus. Michel Savin va y revenir dans un instant. Avant de passer la parole à notre rapporteur, je voudrais juste vous donner quelques éléments de calendrier pour que ce soit clair. D'abord, le calendrier, il est aux mains du Parlement et du gouvernement. Donc toute évolution, quelle que soit l'évolution, elle dépendra de la volonté à la fois du gouvernement et du Parlement. Évidemment, c'est très bien si les acteurs du sport concernés directement par notre proposition
continue de travailler, continue de faire émerger des propositions communes. Nous l'avons toujours dit que ça ne peut être que positif par rapport à ce texte de loi. Mais ce texte de loi, il appartiendra aux parlementaires, aux sénateurs le 10 juin, aux députés quelques mois plus tard, et bien sûr au gouvernement de le voter et le mettre en œuvre. Vous le savez, ici, il passera le 10 juin prochain dans l'hémicycle. Et puis après, il faudra obtenir l'inscription à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a... On n'a pas la certitude qu'il y ait une session extraordinaire au mois de juillet, donc il faut plus raisonnablement se dire que, viser une inscription de ce texte à l'automne à l'Assemblée nationale, pour des raisons évidentes que vous comprenez. D'abord parce que le calendrier de l'Assemblée nationale pour l'automne n'est pas encore fixé, on ne peut pas vous donner de date, mais en tout cas, nous ferons tout, et je sais que les contacts que nous avons eus avec le gouvernement, la ministre des Sports en particulier, nous montrent qu'il y a aussi une volonté de porter ce texte jusqu'à un vote définitif, ce qui est évidemment quelque chose de très positif. Voilà, sans plus tarder maintenant, je donne la parole à notre rapporteur Michel Savin. Très bien, merci Président. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse. La proposition de loi qui est déposée par le président Lafont, donc vous le savez tous, est issue donc des travaux de la mission d'information de commission dotée de pouvoir d'enquête sur la financiarisation du football que nous avons réalisé il y a quelques mois. Alors les constats effectués par le rapport de cette mission d'information se sont confirmés au cours des derniers mois avec un diffuseur du championnat de France de football qui a souhaité mettre fin de façon anticipée à son contrat, avec un piratage des contenus sportifs qui est en progression et qui nous donne l'impression qu'il se banalise même, ce piratage, avec un déficit cumulé prévisionnel qui dépasse le milliard d'euros pour l'ensemble des clubs professionnels de football. Aujourd'hui même, à l'issue de nos auditions, nous avons fait le constat que la survie même de plusieurs clubs dépendent désormais de la solidité financière et de la bonne volonté de leurs actionnaires. Le sport professionnel français donc traverse une période charnière. Les crises récentes, notamment dans le football, ont mis en lumière des failles structurelles, gouvernance, défaillance des équilibres financiers, conflits d'intérêts, perte de confiance des acteurs, mais aussi perte de confiance des supporters. Face à ces constats, une réponse législative s'impose, car le sport professionnel n'est pas une zone de non-droit, c'est un secteur stratégique qui mérite un cadre à la hauteur de son impact. La proposition de loi du président Lafont, que j'ai l'honneur de rapporter, vise donc à instaurer un cadre plus éthique, transparent et performant. Il est le fruit d'un travail approfondi, enrichi par 16 amendements qui ont été votés par la Commission il y a quelques instants. Donc ce texte répond à différents besoins. Premier, clarifier les relations entre les fédérations et les ligues professionnelles. Désormais, chaque ligue devra rendre compte de l'exercice de sa subdélégation non seulement au ministère des Sports, mais aussi à la fédération qui l'a investie. En cas de retrait de cette subdélégation, une procédure encadrée est prévue, préavis de 6 mois avec une phase de contradiction obligatoire, avis préalable du ministre, et cette mesure vise à garantir une gouvernance équilibrée, évitant que les ligues ne soient tributaires de relations individuelles entre dirigeants. En cas de retrait, la fédération récupérera l'ensemble des actifs, droits et obligations de la ligue, y compris la société commerciale, éventuellement créée, sans rupture des contrats de diffusion. Deuxième point, accorder au sport féminin les moyens de son autonomie. La proposition de loi entend permettre aux fédérations de créer une seconde ligue professionnelle dédiée au sport féminin. Cette mesure vise à offrir un cadre propice à son développement économique et sportif avec des moyens et une dynamique propre. Troisième point, rééquilibrer la gouvernance des fédérations. Le football français a accordé jusqu'à aujourd'hui
une place très importante au club professionnel avec plus de 33% des voix. Pour assurer une représentation équitable, la part des voix qui peuvent être détenues par les clubs professionnels dans les assemblées générales des fédérations sera limitée à 25%. Quatrième point, clarifier les modèles de gouvernance économique. Une société commerciale pourra être créée par la fédération avec les clubs pour commercialiser et gérer l'exploitation des droits audiovisuels et autres. Tous les clubs engagés dans une compétition y disposeront d'un droit de vote égal. La fédération bénéficiera d'un droit de veto sur les décisions touchant à ses compétences régaliennes et à l'organisation des compétences sportives. La loi permettra également la cession des droits d'exploitation en un seul lot ou en plusieurs lots, offrant ainsi une plus grande souplesse dans le processus d'appel d'offres. Cinquième point, plafonner les rémunérations. Les rémunérations des dirigeants seront désormais plafonnées. Pour les présidents de fédération, à 3 fois le plafond prévu par le Code de la sécurité sociale, soit environ 11 800 € par mois. Pour les salariés et dirigeants de ligues ou de sociétés commerciales, au plafond applicable aux présidents d'établissements publics à caractère industriel et commercial. De plus, les dirigeants ne pourront plus cumuler leurs fonctions avec un poste dans une entreprise de diffusion audiovisuelle afin de prévenir tout conflit d'intérêts. Les obligations de déclaration d'intérêts et de patrimoine seront recentrées sur les dirigeants exécutifs, mais chaque structure devra mettre en place un comité d'éthique. Sixième point, renforcer le contrôle financier. Les organismes de contrôle analyseront les comptes d'exploitation indépendamment des apports en capital et pourront prononcer des sanctions financières et sportives en cas d'écart significatif avec les prévisions. Plus, nous proposons une limitation des effectifs et le plafonnement de la masse salariale. Un plafond de répartition des produits audiovisuels sera instauré entre clubs d'une même compétition. Le rapport entre les plus faibles et les plus élevés ne pourra excéder 1 à 3. Cette mesure vise à garantir une meilleure équité et à réduire le cap existant aujourd'hui, notamment dans le football, qui est de 1 à 5. Septième point, encadrer la profession d'agent sportif. Pour exercer, un agent devra désormais être titulaire d'un diplôme Bac plus 3, réussir un examen écrit, suivre une formation continue annuelle de 20 heures, déclarer les sommes perçues et versées et respecter des obligations de transparence éthique afin, en cas d'exercice illégal, les sanctions seront renforcées. Huitième point, mettre en place une concertation avec les supporters. Une consultation annuelle et obligatoire des associations de supporters sera instaurée au sein de chaque fédération et de chaque ligue. Cette mesure vise à structurer une concertation régulière et utile, reconnaissant ainsi la place des supporters dans la vie des clubs. Neuvième point, faire la chasse au piratage des contenus sportifs. S'il est bien une mesure qui fasse l'unanimité et dont l'ensemble des acteurs s'accordent sur l'ampleur de l'urgence, c'est la lutte contre le piratage. En lien avec l'ARCOM, les diffuseurs, les ligues, les fédérations, les fournisseurs d'accès Internet, un système automatisé de blocage des sites illégaux pendant les diffusions sera mis en place. Ce dispositif s'accompagne de sanctions renforcées, jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende, ainsi que de garanties procédurales et un droit de recours immédiat pour les plateformes concernées. Dixième point, assurer la mise en œuvre effective des réformes. Dans le cas du football, la fédération et la ligue devront s'accorder dans les 3 mois, suivant la promulgation de la loi. À défaut, la subdélégation sera retirée de plein droit. Cette mesure vise à garantir que les réformes ne restent pas lettre morte. Mesdames, Messieurs, nous avons, lors des auditions, entendu les fédérations, les ligues, l'ensemble des acteurs, partie prenante de l'économie du sport professionnel. Concernant les ligues, j'ai bien lu et entendu leurs réserves. Alors si pour certains dirigeants, soyons clairs et lucides, il était surtout urgent de ne rien faire,
À l'inverse, nous estimons qu'il est grand temps pour le législateur de s'attaquer aux multiples défis auxquels est confronté le sport professionnel. Les conclusions des États généraux de la Fédération française de football tendent d'ailleurs à accréditer ce constat. Sur la gouvernance, le modèle économique, l'éthique, les conflits d'intérêts, le piratage, ces défis concernent essentiellement le foot, bien sûr, chacun l'aura compris, mais ils dépassent largement une seule discipline. C'est toute l'architecture du sport professionnel qui devait être repensée. C'est pourquoi, dans le cadre de nos travaux, nous avons été soucieux d'entendre l'ensemble des fédérations et des ligues concernées. Mesdames, Messieurs, ce texte est une refondation inédite du sport professionnel français. Il vise à construire un sport plus solide, plus juste, plus moderne, à la hauteur de ses responsabilités économiques, sociales et morales. Nous le faisons avec exigence, cohérence et détermination. Notre objectif n'est pas de mettre à mal le modèle existant, mais au contraire de le consolider sur la base d'un plan d'action novateur, de remettre l'éthique au centre du jeu et à permettre aux fédérations, ligues, clubs, agents et supporters de reprendre leur place à leur juste mesure. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez qu'on revienne sur tel point? J'ai oublié de préciser, dire dans le micro, que en commission, la proposition de loi avec les amendements que vient de vous présenter Michel Savin a été votée à l'unanimité des groupes présents, à l'unanimité des représentants de chaque groupe. Est-ce qu'il y a des questions? Madame. Attendez, on va vous donner le micro parce que comme vous avez des collègues derrière leur écran. Océane Herrero pour Politico, j'ai une question sur le passage de témoins à l'Assemblée. Est-ce que vous avez eu l'occasion, le passage du texte à l'Assemblée, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec vos homologues députés pour savoir qui pourrait éventuellement endosser ce texte? Non, on a par contre des échanges avec le gouvernement et le ministère. Vous avez compris que c'est une réforme majeure, c'est une réforme d'ampleur nécessaire, évidemment, et on pense que ce texte doit être inscrit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, pas forcément par un groupe, si un groupe veut le prendre, mais ça réduit le temps de débat à l'Assemblée nationale. Donc, compte tenu de l'ambition et du contenu de ce texte, il me paraîtrait tout à fait légitime que ce soit inscrit sur du temps gouvernemental. Bonjour, Gauthier Laroche du Courrier des maires. Les collectivités locales sont des partenaires essentiels pour certains petits clubs et clubs moyens qui évoluent dans les ligues professionnelles. Quel impact du coup ces collectivités peuvent avoir sur ces clubs? Aussi, François Bayrou a déjà commencé à évoquer un peu le budget 2026, comme quoi il y aurait des serrages de vis un peu pour tout le monde. Est-ce que ces clubs moyens et petits peuvent s'inquiéter? Et enfin, comment est-ce que ces clubs peuvent avoir un impact sur les territoires locaux? Alors, sur les clubs professionnels, que vous pouvez classer de petits ou moyens, pour nous, tous les clubs professionnels sont importants, et c'est vrai qu'ils ont une importance sur leur présence sur l'échelle des territoires, parce qu'il y a bien sûr l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect économique et sociétal de la présence d'un club sur les territoires. Vous l'avez entendu, les propositions que nous faisons, et notamment celle de la nouvelle répartition, des ressources provenant des droits audiovisuels domestiques, aussi bien domestiques qu'européens, avec une répartition un peu plus solidaire, de 1 à 3, ce qu'il y a un 2 à 5, permettra, nous l'espérons, aux clubs petits ou moyens d'avoir une contribution financière un peu plus supérieure, ce qui peut leur permettre d'éviter dans des situations financières et économiques plus compliquées de ce qu'elles sont aujourd'hui. Permettre aussi une place dans la société commerciale où tous les clubs seront présents, représentés, avec bien sûr un droit de vote par collège, Ligue 1 et Ligue 2, mais ce qui leur permettra de travailler ensemble. Et c'est l'objectif qui est recherché aussi par cette proposition de loi, c'est que demain, la société commerciale, avec le partenaire, qui est aujourd'hui CVC, mais l'ensemble des clubs et la fédération,
puissent travailler ensemble sur comment améliorer le produit du foot. Et ça va dans l'intérêt de tous les clubs, notamment les clubs les plus petits et moyens. C'est comment on améliore le produit, comment on améliore l'image du football, comment on peut travailler plus collectivement pour aller dans cet objectif. Et ces clubs-là, notamment avec les collectivités, au niveau de l'accueil dans les stades, l'accueil autour des stades, comment demain on peut aussi valoriser l'image de ces territoires, tout ça fait partie du travail qui doit être mis sur la table et pour lesquels les clubs doivent être des acteurs et pas uniquement attendre tout de la société, mais aussi être des parties prenantes dans ces actions. Juste un mot aussi par rapport à la Ligue 2, parce que le club professionnel, ce n'est pas que la Ligue 1. Vous avez sans doute entendu un certain nombre de demandes émanant de différentes sources, demandant qu'il y ait une société commerciale pour la Ligue 1, une société commerciale pour la Ligue 2. Il est très clair dans le texte que nous avons écrit que pour nous, la solidarité financière entre Ligue 1 et Ligue 2, ça s'exprime par une seule société commerciale. Il n'y aura qu'une seule société commerciale qui sera par conséquent commune à la Ligue 1 et la Ligue 2, ce qui assure une forme de solidarité financière par rapport aux clubs de Ligue 2. Bonjour, Bruno Fraioli de sportbusiness.club. J'ai deux petites questions. La première, vos textes sont destinés uniquement aux fédérations de sport co ou c'est adapté également à d'autres fédérations? Parce que le cyclisme, par exemple, ils ont une ligue pro. Est-ce que les textes s'adaptent également à ce type de sport? Et deuxième chose, vous avez entendu beaucoup de monde. Donc, ce que j'ai compris, c'est que le milieu du sport professionnel n'était pas forcément pour faire bouger les choses, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y avait quand même des gens qui voulaient faire bouger les choses dans l'univers du sport professionnel? Alors, nous avons invité et reçu quasiment tous les présidents de ligue, quasiment. Et lorsque ce n'était pas le président, c'était le directeur général qui est venu à l'audition. Il est sûr que sur une grande partie des propositions, les présidents de ligue comme de fédération étaient assez favorables à nos propositions. Mais il est honnête de dire aussi, et responsable de dire, que sur certains dispositifs, bien sûr, on nous a même déclaré que l'article 2 était une bombe atomique, qu'il y avait des lignes rouges, que je pense que les présidents de ligue qui ont employé ces termes aujourd'hui doivent peut-être revoir leur position quand on voit surtout, comme l'a rappelé le président Lafont, que les propositions qui sont dans ce texte ont permis ou ont été un peu l'origine des propositions issues des groupes de travail de la Fédération française de football. Donc, ce n'est pas tant des lignes rouges, c'est que ça démontre bien que le travail qui avait été mené en amont sur cette réflexion de l'évolution de la gouvernance, du fonctionnement et du financement du football professionnel a été au cœur des débats de ces États généraux et a débouché, on espère, sur une évolution du système de l'organisation du football professionnel. Donc, oui, la plupart des propositions ont été plutôt bien acceptées. Que certaines, voilà, on sait que le passage à 25% des clubs pro au niveau du conseil d'administration et de l'élection du président de la fédération, notamment dans le foot, parce que c'est la seule fédération aujourd'hui où les clubs professionnels ont un point aussi important dans l'élection du président et dans les décisions, et pas un sujet qui fasse sauter au plafond, mais l'intérêt pour nous, c'est qu'on donnait toutes les possibilités au président de la fédération de pouvoir travailler en toute transparence et de ne pas avoir une pression trop forte des clubs professionnels sur certaines décisions. Donc, c'est un équilibre. Les clubs amateurs, aujourd'hui, pèsent 33% de l'élection au sein de la Fédération française de foot, comme les clubs professionnels. C'est-à-dire c'est 36 d'un côté par rapport à des milliers de l'autre. Donc, on rééquilibre un petit peu ce poids-là. Un mot peut-être, parce que sur l'article 2 et les relations fédération-ligue, cet article a fait beaucoup réagir, vous le savez.
C'est peut-être bien d'ailleurs que ça ait réagi, parce qu'en fait, les tensions éventuelles entre Ligue et fédération ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas la proposition de loi qui les a créées ou qui les a mis en évidence. Elles sont assez anciennes. Il y en a eu, vous le savez, dans le rugby il y a quelques années. Il y a des situations très conflictuelles. Je crois que vous parliez du cyclisme, monsieur. Le cyclisme, il y a un conflit entre Ligue et Fédération qui est au Conseil d'État actuellement. Et puis le gouvernement lui-même s'est préoccupé dans le temps de cette question. Michel Sapin a fait référence au rapport Schwartz qui justement traitait de cette problématique. Donc la problématique, tout le monde sait qu'elle existe et qu'il faut arriver non pas à changer de modèle, parce que le modèle fédération-ligue est pertinent, mais essayer d'éviter les tensions et surtout, quand elles ont lieu, de trouver des solutions. Dans les amendements qu'a proposé Michel Savin sur l'article 2, encore une fois, l'objectif n'est pas que cette procédure de fin de la subdélégation soit mise en œuvre souvent et de manière abusive. Au contraire, c'est pour ça que Michel Savin a rajouté 2 éléments clés pour l'utilisation de dans cet article 2. Un, une phase de concertation préalable entre fédération et ligue, parce que bien sûr, par le dialogue, souvent, on trouve les solutions aux problèmes. Et puis 2, qu'il y ait un avis du ministère, de la ministre ou du ministre, sur la poursuite du processus de fin de la subdélégation. Bonjour, Léo Huisman de l'AFP. Sénateur Savin, est-ce que vous êtes revenu sur vos amendements, mais est-ce que vous pourrez revenir sur ce qui vous a inspiré des travaux de la Fédération française, voilà, et qui a inspiré quelques-uns de vos abonnements, s'il vous plaît? Je pense que c'est plutôt l'inverse. Oui. Non, mais on n'est pas là pour se mettre en avant par rapport à d'autres. Je rappelle quand même que la mission d'information, commission d'enquête qui a été menée il y a quelques mois, je rappelle qu'au départ, beaucoup se posaient la question de savoir qu'est-ce que les 2 sénateurs que sont Laurent Lafont et Michel Savin venaient faire dans ce contrôle de l'organisation du football professionnel, la financiarisation du football professionnel. Donc, et puis, au fil des auditions, on a bien perçu et on a mis en avant certains dysfonctionnements. Et je rappelle quand même que le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, cette société commerciale avait issue d'un vote qui avait été fait en 2022. Et puis aussi le rôle du Parlement, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est cette mission d'information, commission d'enquête, débouche aujourd'hui. C'est un processus qui débouche aujourd'hui, c'est une proposition de loi. C'est pas une mission d'information avec commission d'enquête qui reste dans un placard. Nous avons, à l'époque, et c'était bien avant le lancement des États généraux, c'était bien avant toute cette réflexion, nous avions donc fait ces travaux, nous avions fait ces 35 recommandations, et rapidement, le président Lafont a décidé de travailler sur ces recommandations pour déposer une proposition de loi qu'après, et nous on est très satisfaits, que la Fédération française de foot, et notamment les 3... pilotes qui ont travaillé sur les différentes thématiques au niveau des États généraux, peut-être que sont un peu appuyés aussi sur l'article, notamment sur l'article 6, qui prévoit de cette évolution de la transformation de la Ligue et de la société commerciale vers une société de club. Nous, c'est quelque chose, et on l'avait dit, on était tout à fait transparent avec le président Diallo à l'issue de son élection. On l'avait dit que nous, au niveau du Parlement, on travaillait sur une proposition de loi et qu'on était prêt à intégrer dans notre proposition de loi, la proposition de loi du président Lafont, des dispositifs qui pouvaient aller encore pour améliorer cette organisation. Donc c'est plutôt un travail collectif qui a été fait, et c'est pas l'un qui a pris le dessus sur l'autre, mais voilà comment les choses se sont un peu déroulées de façon dans le temps. Michel Savin a tout à fait bien rappelé les étapes et le cheminement. Et pour compléter, parce que on avance ensemble, nous allons plus loin aujourd'hui par rapport aux propositions de la fédération, notamment sur un point qui nous paraît insuffisamment traité actuellement, c'est la question de la solidarité financière, à la fois du contrôle financier et de la solidarité financière. Michel Savin a proposé plusieurs séries d'amendements ce matin.
il les a décrits tout à l'heure, mais juste pour vous le rappeler, par exemple le fait que la redistribution des revenus entre les clubs se feront dans un écart maximum de 1 à 3, j'allais dire une proposition, enfin c'est un amendement que nous avons voté, donc ça sera dans la loi. Bon, c'est quelque chose qui, je crois, n'était pas énoncé par les États généraux. Autre exemple, parce que ça nous paraît absolument essentiel, sur le foot, comme ailleurs du reste, de renforcer les organismes de contrôle de gestion. En l'occurrence pour le foot, la DNCG. Tout à l'heure, on faisait état de la situation financière très préoccupante de certains clubs et du fait que, évidemment, c'est dû à la chute des droits audiovisuels, mais pas uniquement à la chute des droits audiovisuels. Michel Savin a proposé des amendements pour mieux encadrer l'évolution de la masse salariale, du nombre de contrats, le fait que le contrôle de la DNCG ne doit pas se faire uniquement à partir des budgets prévisionnels, dont on sait que, comme toute prévision, il est susceptible d'une marge d'erreur ou d'interprétation, mais également par rapport aux comptes réalisés, à l'exécution des comptes pour avoir une vision financière plus fiable. Tout ça, me semble-t-il, n'était pas forcément dans les États généraux. Pour la crédibilité du football professionnel, pour le remettre sur de bons rails, ça nous paraît absolument indispensable. Sur le dernier point que vient d'aborder le président Lafont, il est vrai que sur le contrôle aujourd'hui des budgets des clubs, l'objet même de la DNCG, pour parler du football, c'est d'avoir la garantie comme quoi le propriétaire ou l'actionnaire principal du club est en capacité de pouvoir amener les fonds nécessaires pour combler un déficit. Donc il nous paraît plus judicieux pour nous, et c'est pas de baisser les budgets des clubs, non, chaque club aura le budget qu'il définit, mais de garantir que ce qui est présenté en début de saison puisse être réalisé en fin de saison, que s'il y a des dérapages, au lieu de simplement de ramener encore de l'argent, ce qui va faire encore des différences entre les très gros clubs et les clubs pour qui rajouter 5 ou 6 millions de déficit en fin de saison, c'est une vraie problématique et ça peut mettre en péril les clubs, c'est de dire, voici, il faut mettre une règle comme quoi le budget prévisionnel soit bien le plus proche possible du budget réalisé, soit plus proche du budget prévisionnel. Et que s'il y a des débassements importants, qu'il y ait des pénalités, pas uniquement financières, parce que là encore, pour certains, peut-être que la pénalité financière n'est peut-être pas un problème, pénalités financières et sportives, donc qui peuvent là parfois avoir des répercussions beaucoup plus importantes. Michel Goldstein, France TV, vous voulez combattre le piratage. Est-ce que c'est un vœu pieux? Parce qu'on sait que le piratage a augmenté, parce que l'abonnement maintenant coûte très cher. Si vous voulez voir du football, il faut s'abonner sur plusieurs chaînes de télévision. Là, vous n'avez aucun levier pour pouvoir avoir un prix d'abonnement qui soit abordable. Et est-ce que vous pensez que l'Arcom sera l'agence qui sera capable, effectivement, de combattre le piratage? C'est un article qui nous a fortement mobilisés, aussi bien le président Lafont que l'ensemble des administrateurs du Sénat, que je remercie encore une fois pour leurs travaux sur ce point-là, notamment. Avec l'ensemble des acteurs. Nous n'avons pas travaillé simplement avec l'Arcom, le président Lafont l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons travaillé avec l'APS, avec les FAI, avec les fédérations, avec les ligues, avec les diffuseurs aussi que nous avons rencontrés. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, si rien n'est fait, je veux dire, c'est l'économie même du sport professionnel qui est en cause. Donc on ne peut pas rester sans réagir. On a aussi bien sûr regardé ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. Lorsqu'on nous parle de milliers de sites bloqués par week-end et que nous, on est à 600, 700 par week-end, c'est qu'il y a des dispositifs qui sûrement peuvent être fortement améliorés, donc avec un blocage automatisé, avec bien sûr des contrôles qui doivent être faits. Nous, bien sûr qu'on fait confiance à l'Arcom et à l'ensemble des acteurs pour mettre en place ces dispositifs. À l'Arcom aussi, bien sûr, on l'a compris, qui doit aussi peut-être avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir assurer ses fonctions. Mais, et vous l'avez vu dans le dispositif, on l'élargit à l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui à l'origine de ce piratage. Et on n'a pas, notamment, on avait des NPV et autres, IT, donc on a bien élargi sur la totalité, et même on anticipe pour ceux qui demain
seront tentés de trouver d'autres systèmes pour pirater. Donc, et le deuxième volet, là c'est la proposition aussi du président Lafont, on est bien conscient que plus il y a de lots dans un appel d'offres, plus il y a de possibilités d'avoir des diffuseurs avec plusieurs abonnements pour le téléspectateur. La proposition du président Lafont, c'est de donner la possibilité aux sociétés commerciales et aux ligues, lorsqu'elles lancent une consultation, d'avoir cette fois-ci un ou plusieurs lots. Elles pourront donc, on revient sur la possibilité d'un seul lot. Donc, qui dit un seul lot permet d'avoir la totalité du championnat, permet aussi peut-être d'avoir surtout un prix pour l'abonnement qui soit plutôt attractif pour celui qui regarde. Et si on fait la conjonction des deux, un lot, plusieurs lots, avec un tarif qui soit acceptable et dans le même temps une lutte contre le piratage qui fasse que le nombre de personnes, parce qu'on voit les millions de personnes qui aujourd'hui suivent les retransmissions de matchs par piratage diminue fortement, on aura, j'espère, un produit qui sera beaucoup plus attractif. Vous avez raison, évidemment, il y a un lien entre le prix des abonnements et puis le développement du piratage. C'est pour ça qu'on a mis dans la PPL, comme le disait Michel, ça va à l'instant, des dispositions. Après, c'est une question de responsabilité aussi des responsables du foot professionnel. On voit bien comme le mirage du milliard d'euros de recettes a pu perturber certaines décisions. Ce qui nous a paru important, comme Michel Savan l'a dit aussi, c'est que l'ensemble des acteurs, que ce soit fédération, ligue, Arcom, diffuseurs et même FAI, ont vraiment convergé vers un modèle qu'ils ont élaboré ensemble et qu'on a travaillé avec eux. Donc il y a un système qui est vraiment pensé et construit. Bon, on sait bien que en matière de piratage, l'innovation va parfois plus vite que le législateur. On en est conscient. On a suivi avec beaucoup d'attention aussi la position de la justice sur les VPN, qui a eu lieu la semaine dernière, qui semble donner un cadre juridique suffisamment fort pour lutter contre le piratage via les VPN. C'est pour ça qu'on ne l'a pas, nous, introduit dans le dispositif législatif, puisque maintenant, il y a un arrêt de justice qui montre que le dispositif existant est suffisant pour lutter contre le piratage sur VPN. Bonjour, Florian Brejon pour News Tank Sport. J'avais une petite précision sur la clé de répartition là, de le rapport de 1 à 3. Vous êtes rentré dans le détail sur l'assiette. Est-ce que ce sont tous les droits audiovisuels, y compris les droits internationaux? Est-ce que ça concerne aussi les autres revenus de la Ligue qui sont versés au club? Parce qu'aujourd'hui, il y a du sponsoring, du naming, le pari sportif aussi qui rapporte de l'argent à la LFP. Et la deuxième, lorsque Philippe Diallo a présenté sa réforme, c'était en présence de la ministre Marie Barsac qui a annoncé qu'elle souhaitait porter un amendement sur la création d'une deuxième société commerciale au sein des clubs pour le foot féminin afin de favoriser l'arrivée d'investisseurs qui seraient intéressés uniquement par cette partie de l'activité. Je ne crois pas que vous en ayez parlé. Je voulais savoir si c'était aussi envisagé dans la PPL, puisqu'elle voulait en profiter de cette PPL pour intégrer ce type de disposition. Merci. Vous avez un grand défenseur du football professionnel féminin là, qui va vous répondre. Donc oui, un amendement sera déposé. On a bien sûr travaillé. Le président Lafont a parlé tout à l'heure du travail que nous avons réalisé avec le ministère, mais aussi avec la ministre, bien sûr. C'est un sujet qu'on a abordé. On avait prévu, de notre part, de déposer un amendement sur ce texte, mais en accord avec la ministre, on lui laisse la priorité pour le déposer, le défendre, et que, bien sûr, on soutiendra dans l'hémicycle le 10 juin. C'est un sujet qui a été débattu lors de nos auditions, et je pense que c'est une évolution qui est souhaitée, qui est attendue. Donc, c'est la ministre qui portera, le gouvernement donc, qui portera cet amendement. Sur la répartition des droits de 1 à 3, c'est bien sur les droits audiovisuels, domestiques et européens qui sont issus des droits commerciaux français. On n'inclut pas, bien sûr, les ressources provenant des championnats, des Ligues des Champions et autres, ou, comme l'a rappelé tout à l'heure, le fait de participer à la championnat du monde ou la Coupe du monde des clubs. Donc tout ça, c'est de l'argent qui restera bien sûr aux clubs qui sont concernés par ces compétitions européennes.
on se limite bien à la répartition, notamment parce qu'il y a eu une nouvelle répartition il y a quelques années des droits domestiques, avec la partie championnat français avec certains critères, mais aussi une partie européenne qui fait la part belle au club, tant mieux, hein, qui fait la part belle au club européen, au détriment des autres clubs. Donc la volonté, c'est que sur la globalité, et notamment avec les montants aujourd'hui qui sont redistribués, il y ait une meilleure répartition, une plus grosse solidarité entre les clubs. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y aura un écart de 1 à 3 uniquement sur ces droits-là. Est-ce que derrière vos ordinateurs, il y a des questions? Non, pas spécialement. Non, c'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous le 10 juin.